Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de patch management, en particulier, de stratégie de patch management. On va aborder également les problématiques souvent rencontrées, les erreurs à éviter. Donc sur une partie un petit peu théorique, slash retour d'expérience. Mais aussi on va essayer d'aborder un petit peu, le produit, l'automatisation, et faire un petit tour de ça. Et donc, je vais commencer quand même par me présenter pour celles et ceux qui me connaissent pas. Je suis Alexandre Brianceau. Je suis le CEO de Rudder depuis 3 ans maintenant. Et donc, je travaille pour Rudder. Rudder, on est un éditeur de logiciels. On édite en fait un logiciel d'automatisation de la sécurité à destination des ops, de préférence. Alors, de préférence, c'est plutôt que la plupart des ops, nous utilisent. On a quelques personnes côté sécurité, mais, l'outil est une plateforme, qui recouvre beaucoup de choses, aussi bien du déploiement, de l'audit, de configuration, de la correction automatique, du reporting associé avec, une partie gestion de vulnérabilité et du patch management. Donc c'est assez complet, c'est une plateforme assez complète, qui donne les moyens de pouvoir s'assurer qu'une politique de sécurité est bien déployée, s'assurer que les machines sont toutes bien configurées de la bonne façon et d'industrialiser en fait son système d'information. Hem je vais pas m'étendre plus que ça pour l'instant aujourd'hui dessus, parce qu'on est là plutôt pour parler de patch management et en particulier, on se rend compte qu'en fait, heu qu'il y a une belle typo déjà dès sur sur cette première page, ci, mais qu'on a 60 des entreprises en 2018, qui, auraient pu éviter, une erreur, si jamais une faille de sécurité, si jamais ils avaient mis à jour leur système. Ça veut dire qu'en fait, il y avait des failles qui pouvaient être corrigées, qu'ils n'ont pas corrigées par du patch management et du coup, ils ont eu, un incident de sécurité à cause de ça. J'en profite pour, corriger tout de suite puisque visiblement, on a été 2 à faire les typos en même temps. Et donc, forcément, l'impact du patch management, dans ces cas-là, c'est assez simple, c'est de la remédiation de vulnérabilité. Je ne sais pas si c'est, en particulier ce qui vous intéresse aujourd'hui, remédier aux vulnérabilités. Mais c'est quand même ce qui est la plupart du temps remonté, lorsqu'on fait du patch management. Je vais pas, rentrer dans le détail de ce que c'est que le patch management, mais, il y a aussi beaucoup de résolution d'anomalies. Là, ça va plutôt être au lieu de s'intéresser au CVE et de savoir s'il y a des vulnérabilités qui peuvent être patchées avec des nouvelles mises à jour, ça va être directement d'appliquer des mises à jour, plutôt pour résoudre des anomalies ou améliorer des performances, de la stabilité, de la compatibilité. Et donc, le dernier axe et qui est celui qu'on va, je pense, beaucoup entendre parler cette année, c'est de répondre des exigences à des normes de sécurité, notamment en France, on connaît SecNum Cloud, en particulier dans le secteur public, mais on a aussi, l'ISO 27001, PCI DSS. Ça, c'est pour, ceux qui traitent du bancaire ou ceux qui ont déjà une structuration assez importante. Je pense notamment aux infogérants qui doivent, un peu montrer patte blanche, du coup, à leurs clients. Mais on a désormais cette année NIS2 qui va sûrement intégrer, une bonne partie, sur cette partie patch management. On ne sait pas encore exactement quel sera le contenu, qui sera exigé, mais probablement ça va s'inspirer pas mal de l'ISO 27 et donc aussi, de cette partie patch management. Hem, Lorsque l'on veut mettre en place le patch management, on va rencontrer, parfois, quelques difficultés. Ça marche pas toujours du premier coup ou alors, ça fonctionne mais pas partout. Donc petite question pour vous, également, si jamais vous voulez répondre dans le chat, ce serait de savoir si vous avez rencontré, vous, des difficultés, lorsque vous avez essayé de créer un processus ou une stratégie de patch management et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce moment-là? Comme ça, on fera un petit comparatif, parce que là, aujourd'hui, je vais vous parler d'abord un petit peu des idées reçues, puis ensuite des principales, erreurs qu'on peut rencontrer, lorsque l'on met en place du patch management. 1 idée reçue qu'on va abattre aujourd'hui, le patch management, c'est surtout pour les postes de travail. Et parfois, on intègre aussi la DMZ. C'est les choses qui sont les plus fréquemment, rencontrées en se disant que on va patcher,
ce qui est le plus exposé. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le phishing, les ransomware vont toucher beaucoup les postes de travail, effectivement, mais on a aussi, tout ce qui est en DMZ, être en frontal internet et que c'est là où on doit avoir un focus particulier sur le renforcement de la sécurité. Et donc, ce patch management-là qui est très ciblé, c'est effectivement intéressant et je pense que c'est plus à voir en tant que priorisation. Heu, mais aujourd'hui, on est au-delà de ça. On va plutôt chercher à aller sécuriser l'ensemble du système d'information, et notamment, en fait, dans une approche qu'on appelle zéro trust, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance, notamment en interne, parce qu'il y a, je crois que c'est une soixantaine de pourcents ou 70 des attaques qui proviennent de l'interne et pas de l'externe. Donc ils viennent soit de mauvais mauvais usages, soit d'une tromperie, sur un moment de départ ou des choses comme ça et donc du coup la défense en profondeur est hyper utile pour ça et donc il faut pas se cantonner uniquement à la partie poste de travail et DMZ. Hem Et d'ailleurs je le vois en lisant, le chat en parallèle. Quelqu'un qui me parle de problématiques liées au mode air gap et donc ça montre bien qu'en fait, on a aussi l'intérêt de vouloir sécuriser en profondeur quand bien même ce n'est pas connecté à internet et de pouvoir faire, la jointure entre les 2. On a, l'idée reçue également qu'un bon patch management, c'est lorsqu'on a toutes nos mises à jour qui sont bien appliquées. Sauf que en fait, c'est se mettre à la barre assez haute et donc du coup, jamais démarrer, en tant que tel, suffisamment bien, son processus. C'est ne pas essayer de voir, une démarche progressive et donc il vaut mieux avoir une approche itérative et parfois, en plus, on ne pourra pas, mettre à jour à 100 ce système. Parce qu'il y a parfois, il y a des patchs juste qui ne sont pas disponibles. Ils sont peut-être disponibles, sur une Debian 11 mais pas sur une Debian 10 ou pas sur une Red Hat, 7. Il va falloir attendre un petit peu et donc ou alors ça l'est mais l'application, peut pas être mise à jour tout de suite parce que les équipes applicatives sont dans une phase de rush, par exemple, c'est l'approche de Noël et donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut accepter que le taux de patching ne sera peut-être pas de 100. Et ça va tout de suite mieux quand on l'accepte et qu'on se dit que finalement, c'est le cas pour tout le monde. Tous mes systèmes sont à jour et on est en sécurité. Là, ça va être, l'extrême inverse de se dire: «Bon, c'est bon, je suis à jour, je suis tranquille». C'est rarement le cas, malheureusement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mises à jour qui ne sont produites que très tardivement. Hem Là, je vois, on avait, vu cette data-là. En 2022, seulement 23 des failles zero day ont reçu un patch après, 1 mois. Donc une faille zero day, c'est une faille qui est exploitée tout de suite en amont avant même qu'il y ait un patch qui soit disponible et donc on sait que pendant 1 mois, on va être vulnérable, potentiellement, voire même plus que ça. On va être vulnérable et on pourra rien faire contre ça, en tout cas pas à travers le patch management. Donc le patch management peut ne pas complètement suffire et il serait illusoire de penser que tous mes systèmes sont à jour, alors on est en sécurité, dans une sécurité, suffisante. La dernière idée reçue, mais ça c'est plutôt pour, potentiellement vos collègues, votre management, eux, ils vont voir le processus de management comme quelque chose, d'hyper idéalisé, hyper procéduré, et finalement la plus grande difficulté qu'on rencontre pour ceux qui sommes à la prod, mais comme souvent quand on est en prod et quand on est, «les mains dans le cambouis» entre guillemets, en fait, c'est que la réalité, on est en mode pompier, quand même assez souvent. Le but d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de sortir un petit peu de ce mode pompier, essayer de voir un petit peu plus loin et de gagner un peu de temps et de qualité dessus. Donc les top sec des challenges, c'est intéressant parce qu'effectivement, on en retrouve, quelques-uns par rapport à ce que je vois dans le chat. Donc on a le manque de centralisation et de visibilité. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas revu, vous dans le chat pour l'instant, mais c'est celle qui est assez globalement remontée, parce qu'en fait, lorsqu'on fait parce que le patch management, en fait, on peut très bien, lancer les upgrades, directement sur chaque machine, voire même un peu les automatiser, sans avoir plus de visibilité que ça. En fait, il faut se connecter sur chaque machine pour se rendre compte s'il y a des des paquets qui peuvent être mis à jour ou des applicatifs qui peuvent être mis à jour ou sur son WSUS. Mais on n'a pas forcément un reporting consistant et utilisable et donc en fait, ça empêche la prise de bonnes décisions, ça empêche, le la transmission d'informations, ça empêche également aussi l'analyse et la compréhension lorsqu'on rencontre un incident.
Et donc ça, on voit, il y a une métrique qui parle de 27% seulement des organisations estiment avoir une visibilité suffisante sur leur patch management. Lorsqu'on a plusieurs environnements différents, par exemple, quand on va avoir plusieurs distributions différentes, du Windows, du Linux ou plusieurs Linux différents, lorsqu'on va avoir des environnements, qui sont parfois séparés, cloisonnés, on va augmenter en fait les délais, et ça c'est le aussi le deuxième plus important, challenge qu'on rencontre, en tout cas, de notre expérience quand les gens viennent nous voir, c'est la plupart du temps, on rencontre ces problèmes-là et effectivement 28 jours en moyenne, c'est le temps qu'il faut pour patcher une vulnérabilité critique, alors même que le patch est disponible. Donc le patch est disponible, on pourrait l'appliquer dès maintenant et généralement il se passe quasiment un mois avant que ça soit réellement appliqué. Donc ça, c'est la corollaire, dont je parlais. Lorsqu'on a plusieurs systèmes d'exploitation, finalement, on va se retrouver avec des cycles de vie différents, des outillages variés. Par exemple, on va retrouver Satellite, pour la partie, Red Hat. Sous Debian, ah bah, là, on n'a rien. Si on reprend Ubuntu, on peut avoir Landscape, mais c'est pas open source. Et donc du coup, sinon, on va revoir, côté Windows, d'autres outils comme WSUS ou SSCM ou à travers les outillages d'Azure. Et finalement, on n'a rien de centralisé et ça rajoute aussi des délais et ça empêche de la visibilité. Et ce reporting, justement, il est en cause de pas mal de soucis de collaboration. Je ne sais pas si c'est votre cas également, de votre côté, mais en fait, sans éléments factuels à partager dans un pure approche, DevOps, en fait, on n'a pas d'éléments factuels sur lesquels on peut échanger avec nos collègues. Eux, ils ont besoin de ces datas. Je vais prendre un exemple qui va être les équipes de sécurité ont besoin de pouvoir faire de la gestion de risque, d'établir à quel point est-ce que les risques sont plus ou moins importants et de faire de l'analyse d'impact dessus. Ils ont besoin de métriques. Vous, de votre côté en production, votre boulot, c'est pas de fournir des métriques, c'est de faire. Et donc, du coup, ce reporting-là, il va se retrouver à votre charge, alors que c'est pas vos enjeux directement. Et donc ça, c'est pareil, c'est un gros challenge lorsqu'on fait du patch management. Alors, il est vrai aussi dans toutes les activités de sécurité qui sont attribuées à la prod. Mais le patch management en est un bon exemple pour aujourd'hui. Et lorsque l'on va chercher à mettre en place un système de patch management, on va industrialiser et lorsqu'on industrialise, ça devient, plus difficile de faire tout rentrer dans les mêmes boîtes. On va avoir plusieurs exceptions qui vont arriver et ces exceptions-là, lorsqu'on n'a pas industrialisé, ça pose pas de souci parce qu'en fait, il y a pas de c'est pas documenté ou très peu, et donc on roule avec ça. On s'appuie sur la mémoire de Michel, qui se souvient qu'effectivement, avec ce serveur, il faut faire de telle façon. Lorsqu'on va chercher à industrialiser, on va commencer à essayer de vouloir normer les choses et il faut savoir, gérer aussi, ces exceptions. Un petit sondage, si jamais vous avez moyen de pouvoir répondre du coup, dans la partie sondage, ça pourrait beaucoup nous aider pour mieux comprendre, ce que vous faites. C'est dans la partie en bas à droite encore une fois, de l'écran, et puis on regardera un peu les réponses, en cours de route. Lorsque l'on a, un patch management, que l'on souhaite mettre en place, il y a plusieurs approches différentes. Donc on se pose la question de savoir est-ce que vous avez déjà une stratégie établie ou pas? Est-ce que vous en êtes content? Et donc, pour, les différentes stratégies que l'on va rencontrer, on va avoir 3 stratégies principales. En tout cas, c'est vraiment les 3 plus importantes que l'on observe et que l'on conseille de mettre en place, avec nos clients. On a ces 3 là ont été déployés chez nos clients et donc on a l'habitude de ces 3 façons-là de faire. La première, c'est la stratégie pragmatique, c'est-à-dire que du coup, c'est simple, efficace. On va pas trop se prendre la tête dessus, c'est-à-dire que, on va mettre à jour le plus possible régulièrement pour les mises à jour qui sont peu risquées, qui vont rarement casser des choses. Donc, typiquement, si je prends un exemple sur Linux, tout ce qui est kernel, on le sort de là-dedans, hein, par exemple. Et puis par contre, sur les mises à jour plus majeures ou celles qui ont plus d'impact, là, on va plutôt passer sur, du mode projet. Alors, si vous faites bien les choses, ça peut même être assez régulier, mais ça sera quand même, ça va demander un peu plus d'attention particulière pour s'assurer qu'il y a rien qui casse. Dans ce mode pragmatique, en fait, c'est le modèle le plus souple.
Vous faites un peu ce que vous voulez en termes de comment est-ce que vous souhaitez déployer les choses. Juste ce que cette stratégie dit, c'est que on va essayer de séparer sur des critères et de prendre, le temps là où il faut, mais pas là où on n'en a pas besoin et du coup de prendre un peu de risque. Et donc ça veut dire aussi qu'on prend quand même du temps et qu'on perd du temps lorsqu'on fait pas des choses de façon hyper régulière. Donc si les mises à jour majeures, vous les faites qu'une fois par an, par exemple, en se disant: «Bah, on va regarder si, Red Hat 9 a sorti une nouvelle version, supplémentaire et si c'est le cas, on programmera les mises à jour et les déploiements». C'est effectivement possible, mais ça veut dire qu'en fait, ça va arriver qu'1 ou 2 fois par an, grand maximum, que vous dérouliez ces grosses mises à jour-là et ça prend du temps. Ça veut dire que les équipes sont moins rodées en fait, sur le processus, vos outils aussi, le rollback aussi et donc c'est plus compliqué. CF, potentiellement la Chaos, Theory, Chaos Monkey, par exemple chez Netflix, si vous recherchez ça, eux estiment que tout doit être en prod. Il y a pas de pré-prod, il y a pas de dev et du coup, ils ont des équipes qui viennent casser régulièrement, mais spontanément, volontairement les systèmes, juste pour forcer toutes les équipes de prod à s'assurer que, bah, ils soient capables de reprendre à tout moment, tout le temps. En déploiement continu, ça c'est celle qui est, la préférée. On va avoir différents environnements et on va venir déployer les configurations sur, bah, des environnements d'abord à faible criticité, par exemple un environnement de dev. C'est pas forcément un environnement de dev, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation parce que parfois l'environnement de dev est quasiment plus important que l'environnement de pré-production. Donc à vous de voir de votre côté et en fait, on va venir, déployer, petit à petit, stage par stage, donc étape par étape et regarder si tout se passe bien. C'est celle qui fonctionne le plus, qui est le plus utilisée aujourd'hui. C'est celle qui permet aussi de plus d'automatisation et qui fonctionne plutôt bien. Le petit avantage par contre, c'est qu'il faut bien avoir des environnements qui soient ISO périmètre, ISO fonctionnel entre chaque système, entre chaque environnement. La dernière, c'est la plus grosse. Je vais pas rentrer trop dans le détail dessus parce que c'est celle qui est la plus coûteuse. L'idée, c'est d'avoir 2 productions, ce qu'on appelle du blue green. Donc c'est du déploiement blue green, mais en mise à jour. Donc blue green, ça veut dire qu'en fait, on a 2 prod. Il y en a une active, une passive. Celle qui est passive, on va la mettre à jour. Ensuite, on va la passer en prod. Alors, si jamais la mise à jour se passe bien, on la passe en prod. Du coup, celle qui était en prod avant, qui est obsolète, va passer en passif, donc va se faire désactiver en fait de la production. Et ensuite, on va la mettre à jour. Après, on se retrouve du coup avec les deux environnements qui sont à jour. Ça fonctionne bien, c'est très industrialisé. Pour être honnête, je vois plutôt ça dans les milieux plutôt très sensibles. Et du coup, dans ce cas-là, ça fonctionne bien, mais par contre, il faut 2 fois plus d'environnement tout le temps opérationnel. Donc, pour ceux qui sont avec des PRA permanents, ça marche bien, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Donc un résumé, pour un petit déploiement, en gros, c'est pour démarrer, ce qui est bien, c'est l'approche pragmatique. Ça fait un premier démarrage pour ceux qui ont un peu plus de maturité, qui souhaitent notamment aller se porter sur de l'automatisation, très importante et essayer d'industrialiser l'ensemble du processus. Le déploiement continu fonctionne bien là-dessus aussi, mais la plupart du temps, la pragmatique va déjà mettre une belle étape, supplémentaire dans votre patch management. Oui, les erreurs à éviter. Par ailleurs, si jamais vous avez des conseils que vous voulez partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je les reprendrai et je ferai sans doute un petit billet de blog à un moment donné, donc pour faire un peu un retour d'expérience, dessus. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des conseils à donner. Moi, je vais vous donner les miennes, sur les 6 erreurs à éviter. Évitez de déléguer aux utilisateurs. Ils ont pas du tout les mêmes contraintes que vous, ce que vous avez, ni la même réactivité et quand bien même vous auriez un reporting qui soit fiable, et automatisé, c'est très difficile d'obtenir, les mêmes exigences que si c'est vos équipes de production qui le font. Donc évitez de trop déléguer ces parties-là, ou en tout cas de vous appuyer dessus comme une source fiable pour vous. Si on cherche à trop généraliser et industrialiser, on va se retrouver avec, quelque chose qui va être hyper normé et en fait, vaut accepter tout de suite qu'il va y avoir des exceptions et des incidents dès le début. Ça facilite grandement l'acceptation aussi même de ce type de projet d'industrialisation. Faut pas avoir peur de parfois casser des choses, et je le vois souvent, chaque mise à jour, c'est un risque, ouais, c'est vrai. Bah, du coup, plus vous allez en faire, moins vous allez prendre de risques ou en tout cas, vous allez mieux vous entraîner à gérer ces risques-là et ces problèmes-là. Donc entraînez-vous et faites le plus possible.
On pourrait se dire: «Tiens, ouais, on va partir bille en tête, aussi et juste mettre en place un outil de patch management», par exemple et pas réfléchir au cadre et au processus. Je le déconseille fortement parce qu'en fait c'est important de pouvoir cadrer, documenter, et se mettre d'accord avec l'ensemble des équipes sur les tenants et les aboutissants. Alors j'irai pas non plus jusqu'à dire qu'on va faire une approche utile, hein, mais tout du moins, ce qui est bien important, c'est de vraiment s'assurer qu'on a, une approche, pragmatique, intéressante et surtout répétable et testable pour apprendre dessus et faire évoluer les choses en continu. Le reporting, c'est quelque chose dont on peut se passer dans un premier temps, mais qui devient vite indispensable, donc autant l'intégrer dès le départ et faire du maison. J'en vois beaucoup, notamment chez les infogérants. Je ne sais pas si on a des infogérants aujourd'hui là sur ce webinaire. C'est quelque chose que je vois hyper souvent et je les vois hyper souvent parce que justement, ils se retrouvent vite à atteindre les limites et donc n'hésitez pas à réfléchir très rapidement, à prendre des outils qui sont là. C'est quand même hyper courant comme outillage de patch management aujourd'hui et donc faire du maison, vous allez apprendre des choses, mais d'un autre côté, ça va beaucoup vous coûter, quoi. Petit sondage supplémentaire, si jamais vous pouvez répondre également à nouveau dans la partie sondage, ça nous aiderait beaucoup encore une fois. Je vois d'ailleurs que pour l'instant, sur le sondage qu'on avait fait tout à l'heure, est-ce que, vous avez déjà une stratégie, d'établie? On avait, 55 qui disaient oui, mais elle ne fonctionnait pas bien et 36 pardon qui disaient non, pas réellement et seulement 10 de bien documentés donc on voit bien que, ça reste un enjeu sur ces parties-là. On serait hyper intéressés pour, venir, en discuter avec vous. Et donc du coup, sur les outillages de patch management, pour l'instant, je vois que, la majorité, c'est non, pas encore. Et ensuite, oui, mais on aimerait changer. Alors, c'est un peu logique, j'ai envie de dire, il y a un peu un biais du survivant avec un webinaire sur, un outillage de patch management, forcément, plutôt être des gens qui sont intéressés pour changer d'outillage. Hem, mais bon. Je répondrai du coup aux questions en fin de webinaire, comme ça ceux qui auront le temps encore de rester un peu plus longtemps pourront être là. Et on passe, du coup à la suite. Un outil de patch management et donc ça tombe bien, parce qu'en fait, on en est un, donc j'en ai profité pour mettre quelques impressions écran de notre côté. Pourquoi est-ce qu'on chercherait à automatiser ça? Et ben, on va chercher à automatiser, pour, gagner du temps, hein, globalement. On verra après dans les bénéfices, mais en fait, on va chercher à identifier plus rapidement et de façon plus automatique, quelles sont les machines qui peuvent être mises à jour, pourquoi, quand, et sous quel type d'urgence. Donc ça, c'est assez important à avoir et notamment à pouvoir grouper du coup les machines, que ça soit par rapport à des mises à jour, disponibles, mais que ça soit aussi potentiellement plutôt par rapport à des enjeux de disponibilité ou je sais que par exemple, il y a beaucoup d'infogérants qui parlent de VIP, ou de différents niveaux de service et donc ça, c'est assez important de pouvoir faire ces groupages-là. Évidemment de pouvoir configurer et donc là, il y a quelque chose qui va être plus ou moins différenciant, est-ce que à quel point on va pouvoir configurer ou non ces mises à jour, pour savoir si on fait des reboots ou non, quand est-ce qu'on applique les mises à jour, où est-ce qu'on va chercher, les paquets. On va pouvoir également essayer d'identifier les incidents et de pouvoir faire du reporting, pouvoir remonter l'information comme quoi la dernière campagne mensuelle de mise à jour a bien été appliquée ou non et pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est assez important. Heu, Nous, dans notre cas, par exemple, on va centraliser l'historique et donc si jamais que ça soit bien passé ou mal passé, on a accès aussi à la console et pour comprendre exactement ce qui s'est passé, sur les machines donc c'est assez pratique pour explorer et comprendre exactement, ce qui s'est passé. Les bénéfices, c'est comme beaucoup de bénéfices d'automatisation, hein, on va réduire le temps, et les efforts qui sont nécessaires pour ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir tenir aussi nos engagements, nos délais, pouvoir être capable de déployer dans la semaine, dans la journée, une mise à jour parce qu'il y a une faille critique qui vient de sortir. Ça c'est quelque chose qu'un outil d'automatisation peut vous permettre de faire. Ça permet aussi, lorsqu'on doit démontrer aux équipes de sécurité ou démontrer aux auditeurs, que l'on tient bien nos engagements, passer par un outillage, ça facilite grandement les échanges et la preuve, la démonstration de confiance. Et éventuellement, du coup, je vois qu'il nous reste, 5 minutes. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux peut-être vous faire
une petite démonstration si jamais ça vous intéresse. Alors ça va être, assez rapide parce que, bah, en fait, faut pas enfin, il nous reste que quelques minutes et je vois qu'il y a quelques questions auxquelles, on j'aimerais pouvoir répondre. Je vous partage l'écran, dans sa version la plus grande. Alors Rudder, c'est un outil c'est une plateforme et qui gère beaucoup de choses et donc notamment, bah, on va avoir tout ce qui est inventaire, de chaque machine. Donc là, je te des exemples. Toutes les barres ici qu'on va retrouver, c'est plutôt les informations de conformité. Donc c'est plutôt lié à, bah, l'automatisation de la configuration, configuration d'Apache, Nginx, des utilisateurs. Ça peut être aussi des droits d'accès, de sudoers, et cetera. Et donc du coup, on va retrouver en fait, bah, cette vision, là de ces machines avec un inventaire complet et un inventaire qu'on peut surcharger, alors soit manuellement, soit sinon à travers, des imports-exports, par exemple d'une CMDB ou d'autres, qui peuvent vous permettre de pouvoir faire des groupes de machines. Et donc du coup, on va retrouver ici la partie groupe de machines qui, elle, va s'appliquer du coup sur un ensemble de critères. Et donc du coup, ça va être des critères qui peuvent être soit directement liés à la machine d'un point de vue hardware ou software ou sur des propriétés donc, supplémentaires. Et on peut faire des groupes de groupes, évidemment. Et donc sur la partie, patch management, on va avoir une partie qui va te permettre d'identifier quels sont, les systèmes qui peuvent être mis à jour, et donc, ceux qui le sont déjà plutôt bien. Heu, En fonction des systèmes, on va retrouver aussi la démarcation entre est-ce que ce sont, des, packages disponibles de sécurité, de réduction de bugs, enfin de résolution de bugs, de feature enhancement, donc c'est-à-dire, en fait, d'amélioration du produit ou alors d'autres qui sont non catégorisés, plutôt juste de la mise à jour. Bon voilà, c'est tout. Donc évidemment, voilà, par exemple sous Debian, c'est un peu moins bien fait, de ce côté-là que sous Red Hat et donc, on n'a pas forcément le même nombre au niveau d'informations, dessus. Et on va avoir une partie campagne qui donc nous, c'est notre cœur de métier, sur la partie orchestration en fait, des choses. Donc là, on voit toutes celles qui sont passées, donc là, il y en a à venir, il y en a des passées. Donc je sais pas, par exemple, on peut prendre, j'ai souvenir qu'il y en avait, que celle-ci était pas inintéressante. Donc on va avoir, un résumé de cette campagne, on voit les targets, donc nous on en a qu'une seule qui s'appelle Active Group, OK, certes. Et puis, on voit qu'elle s'est passée le 1er février 2024, et de 15 heures à 18 heures. Et donc, sur cette machine-là, on voit qu'on a eu bah, c'est celle de l'impression écran, tiens. On voit qu'on a certaines machines qui se sont bien mis à jour, d'autres qui ont eu, des incidents, et on va retrouver par exemple ici, bah, la liste des paquets qui ont été mis à jour. Comme je vous disais, on a accès, ici, aux parties commandes et je vois que le temps file, il est déjà 11h59. C'est reliable en fait avec une partie, de vulnérabilité. Donc là, c'est plutôt les CVE, et l'identification des packages vulnérables qui sont liés aux vulnérabilités. Et donc là, on va avoir un certain nombre de filtres sur lesquels on va pouvoir voir soit par machine, soit par CVE. On va essayer de pouvoir, regarder, voilà, par exemple pour tel CVE et identifier quelles sont les machines qui sont vulnérables à cette CVE là. Je vais m'arrêter, sur cette partie-là. Pour terminer du coup ce webinaire, je vous en remercie déjà de votre attention. Je vais répondre aux questions vraiment, tout de suite. Hem, je vous laisserai pouvoir regarder, bah, donc, ces quelques infos, c'est des critères qui sont généralement utilisés. Faites un print screen ou de toute façon, on vous enverra les slides et il y aura un replay, disponible. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps d'hyper détailler ça, mais c'est ce que la plupart de nos clients nous partagent comme, critères de recherche, eux, quand ils vont chercher des outillages. Si ça peut vous être utile, et en tout cas, n'hésitez pas à pouvoir échanger avec nos équipes et avec moi-même. Je suis, pleinement disponible pour échanger avec vous. Je serais même ravi de pouvoir discuter plus précisément, dessus, ou de vous mettre en relation avec, nos équipes techniques. Si jamais vous êtes intéressé par une démo, plus personnalisée, parce qu'on peut faire des choses plus personnalisées, on peut, écouter vos besoins, essayer de vous faire une démo, vraiment spécifique. Vous pouvez répondre dans la partie sondage.
Le prochain webinaire, c'est le 21 mars, donc dans un mois. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et donc du coup, je vais commencer à répondre, aux questions. Merci pour, ceux qui nous quittent, dès maintenant, et donc je réponds aux questions déjà, quand même dès maintenant. Je vais retrouver, Dominique. Disposez-vous d'un système de déploiement pour l'outil Rudder lui-même ou bien faut-il le déployer manuellement? Effectivement, non, on n'a pas de système d'auto-bootstrap, on va dire entre guillemets. Donc ça veut dire qu'effectivement, si jamais vous avez un parc où aujourd'hui c'est 100 administré à la main, il faut pouvoir le déployer à la main. Alors, quand je dis ça, ça va dépendre des systèmes sur lesquels vous allez vous appuyer. Par exemple, si jamais vous avez du Red Hat et que vous avez, programmé PAM, peut-être que potentiellement on peut passer par là pour venir automatiser le déploiement. Si vous n'avez pas d'Ansible par exemple, mais vous avez peut-être une centralisation de clés SSH déjà, donc on peut venir faciliter ça. Tiens, je me rends compte que du coup, j'ai pas démarré la réponse en direct, donc je vais dire comme quoi je suis en train de répondre. Et donc, pour cette section-là, on se rend compte qu'en fait, effectivement, c'est souvent, un démarrage qui est un peu plus long puisque c'est un système sur agent et donc il faut le temps de déployer ces agents-là. Maintenant, c'est hyper rapide. En fait, c'est déjà disponible dans les repos, donc il n'y a plus qu'à avoir le repo et installer le Rudder agent, et en fait, il va automatiquement venir chercher Rudder point le subdomain pour venir s'authentifier tout seul, et donc ça va quand même assez vite pour le déploiement. Mais effectivement, ça prend un petit peu de temps de déployer l'outil Rudder lui-même. On a quand même des pré-packages aussi si jamais vous avez déjà de l'Ansible, si vous avez du PSSH ou des choses comme ça pour vous aider dessus. 2e, question du coup sur WSUS pour les parcs Windows Server, est-ce qu'on peut en faire partie? Oui, tout à fait. Ça va me permettre en fait de pouvoir, aborder, un sujet qui est, nous on s'occupe de l'orchestration des mises à jour, on s'occupe pas de la mise à disposition des contenus. C'est-à-dire qu'en fait on n'est pas un service de repository, on n'est pas Pulp par exemple, pour ceux qui connaissent ce service-là pour la partie, Linux ou alors, WSUS, pour la partie Windows. Et donc, nous, on s'interface avec ces outillages-là. On peut vous aider à configurer des serveurs de repository, avec Rudder, évidemment. On peut vous aider à configurer un pulp, et Rudder peut l'automatiser. Mais donc par contre, nous, on fonctionne, en fait, simplement en interfaçage avec WSUS ou SSCM ou si c'est aucun des 2 et que c'est directement connecté au serveur internet Microsoft, par exemple, ça marche aussi. C'est pas un problème. Nous, en fait, on a un système qui va détecter les mises à jour disponibles sur le système, par le système, qu'importe sa source. Et après, vous pouvez utiliser Rudder pour configurer quelle est la source que vous souhaitez avoir. J'espère avoir répondu à votre question, Arthur. Sinon, n'hésitez pas à m'interpeller dessus. À nouveau. Dominique, une dernière question. Du coup, comment Rudder gère les retards serveurs, enfin celles qui ont des connexions intermittentes, notamment avec des serveurs inaccessible pendant plusieurs jours. Cyclone, bah oui, je connais bien aussi Polynésie, puis voilà, donc oui, tout à fait, et qui loupe, plusieurs jours, des nouvelles configs, des nouvelles services, des nouvelles règles firewall, effectivement. Alors, ça va dépendre de quoi on va parler. Sur la partie patch management, du coup, on a des fenêtres de mise à jour. Donc si jamais pendant la fenêtre de mise à jour, l'agent reprend à nouveau un contact avec le serveur central, il va venir appliquer ces mises à jour, en tout cas l'ordre de ces mises à jour. Ensuite, ça va dépendre aussi côté, paquet, là où il va trouver sa source, il faut que le repository soit accessible. Donc, voilà, il faut faire attention à ces parties-là. Généralement, on a pas mal de clients qui utilisent ce qu'on appelle des relais sur lesquels, bah, en fait, ça sert de relais pour Rudder, mais aussi pour les repositories, et qui viennent donner, en fait, localement la data. Et donc, du coup, pour ça, bah, en fait, il va essayer et si jamais il loupe, bah, en fait, on aura l'information comme quoi la mise à jour n'a pas pu s'effectuer sur un certain nombre de nœuds, et là, vous pouvez très bien relancer à nouveau la campagne tout de suite, sans attendre, plus tard, ou alors attendre la prochaine campagne. Je suis pas rentré hyper dans le détail, mais en fait, le but de Rudder, c'est de définir des campagnes de mise à jour régulières basées sur des fréquences, donc voilà, ça aide, là-dessus. Et voilà et sur la partie gestion de configuration, je serais heureux de pouvoir, en discuter avec toi, une prochaine fois, enfin voilà, c'est pas le propos de ce webinaire, mais on pourra en parler. Donc notamment les règles de firewall et cetera. Mais globalement, il va essayer en permanence et donc normalement ça va venir s'appliquer assez rapidement.
dès qu'il est de nouveau disponible. J'ai plus de questions. Je vois qu'il y a encore pas mal de monde de connecté. Est-ce que vous voulez en profiter pour, en fait, nous, nous reposer quelques questions supplémentaires, si jamais vous voulez? J'ai une petite question supplémentaire. Merci, c'est cool. Après, je vous laisse filer manger, hein, mais c'est très chouette. Merci beaucoup. Donc, du coup, la partie patch management est-elle incluse dans l'outil open source? Malheureusement, non. Ça fait partie. Enfin, je dis malheureusement parce que, bah, voilà, c'est Roder a un gros historique autour de l'open source sur la partie gestion de configuration. Aujourd'hui, la partie patch management, pour l'instant, est accessible que à travers pour nos clients. Les sources ne sont pas accessibles, donc c'est du closed source. On a d'autres fonctionnalités qui sont open source, mais dont les binaires ne sont pas distribués gratuitement. Donc, pour ceux qui veulent builder, ils peuvent le faire. Là, pour le coup, sur la partie patch management, ce n'est pas open source. Donc, il faut une souscription. C'est une souscription de configuration management, un module à prendre. Et voilà, après, si jamais vous avez besoin d'informations dessus, voilà, on peut être disponible évidemment. Les tarifs sont publics, sont affichés sur notre site internet, ce qui est assez rare dans le domaine en règle générale. Et ce sont les tarifs publics. Donc en fait, on vous connaît pas, on sait pas quels sont vos besoins, on connaît pas ce que vous allez faire et ce que vous comptez faire avec le produit. Donc, c'est une première base de discussion, en tout cas. Je vais regarder un petit coup dans le chat. Merci. Merci à tous et à toutes pour votre présence, pour avoir joué le jeu aussi de contribuer. Si jamais vous souhaitez faire vous aimeriez qu'on fasse plus de webinaires, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, ça nous ferait plaisir.